Bonjour Pierre-Yves. Alors on le disait, beaucoup de gens, beaucoup, on n'espère pas que ce soit beaucoup, mais il y a certainement des auditeurs qui ont reçu une lettre de reprise de logement à la fin de l'année dernière. Oui, pourquoi? Parce que dans le fond, les baux au Québec, souvent, sont renouvelés le 1er juillet. Et pour reprendre le logement, c'est-à-dire pour soi-même, pour ses enfants, ses parents ou d'un proche dont on a le soutien, il faut avoir envoyé un avis à son locataire 6 mois avant la fin du bail et 6 mois, ça tombe le 31 décembre. Donc, beaucoup de propriétaires, pour éviter des querelles, évidemment, font la reprise le 28 décembre, le 29 décembre et ça crée un temps des fêtes difficile. Maintenant, il faut en parler au niveau technique. Quel est le droit du propriétaire? C'est certain que quand on achète un immeuble ou quand on possède un immeuble, on a un droit fondamental de dire, ben, regardez, c'est à moi, je veux vivre dedans ou je veux mettre mes enfants dedans. Donc, j'aurai ce droit-là et je veux le maintenir. Maintenant, il y a des conditions. Par exemple, si vous vivez dans un 4,5 au deuxième étage et qu'il y a un 4,5 qui se libère juste à côté, même si le propriétaire voulait reprendre le vôtre, si vous êtes capable de démontrer que c'est le même logement, les mêmes conditions, les mêmes grandeurs, il n'y a pas de raison qu'ils reprennent votre logement spécifiquement, mais vous pourrez gagner votre point et dire, ben, regarde, vous voir reprendre le logement de la porte d'à côté. Tu sais, dans Villeray, un beau quintuplex, deux logements pareils, ça pourrait arriver. Le locataire, évidemment, peut contester, aller au tribunal. Maintenant, il y a toujours une question à se poser. Si je conteste la reprise, puis que l'immeuble est vendu, ben, il se peut que nouveau propriétaire fasse une reprise qui est valable et que je perde mon logement dans quelques mois de toute façon. Donc, il y a un jeu qui s'amène qui s'appelle la négociation. Si vous pensez que votre propriétaire veut reprendre le logement, mais qu'il a des intentions éventuelles de revendre ou de profiter du fait d'avoir vécu 2, 3 ans dedans pour, disons, améliorer les conditions de location, vous pourrez dire à votre propriétaire, écoute, je sais que tu sais que je sais, et donc, combien tu m'offrirais si, disons, j'acceptais de ne pas contester? Alors là, c'est un jeu de pouvoir, c'est-à-dire le propriétaire se dit, est-ce qu'il est sérieux ou il n'est pas sérieux? Alors, dans ce cas-là, le propriétaire pourrait dire, écoutez, si mon logement se libère, est-ce que je peux le louer plus cher dans 5, 10 ans? Si mon logement se libère, est-ce que je peux le vendre plus facilement? Et donc, combien ça vaut à mes yeux de propriétaire? Dans un cas OK, de... mais excusez-moi, là. Oui. C'est tout à fait légal, ça, d'envisager une négociation autour du droit de location? On est dans une entente de gré à gré. Une entente de gré à gré. Si vous ne voulez pas quitter et que votre propriétaire aimerait que vous quittiez, il peut exercer son droit légal jusqu'à la fin et peut-être gagner son point devant le tribunal. Mais si le propriétaire sait que dans le fond, derrière sa tête, dans 1 an ou 2, il pourrait reprendre le logement pour finalement le relouer ou revendre l'immeuble, là, il s'expose à autre chose, c'est-à-dire à des pénalités, à du dédommagement. Parce que le locataire a 3 ans pour démontrer, après le fait, que le propriétaire a agi de mauvaise foi. Que Donc, c'était une fausse reprise, fausse reprise. Exemple, autrement dit. votre propriétaire reprend son logement, va vivre 6 mois dedans, vend l'immeuble. Là, vous pourrez dire, regardez, là, tout ça est un subterfuge pour libérer le logement. Et récemment, il y a eu des jugements. Il y a une personne âgée qui a reçu 25 000 en dédommagement et Oh, indemnité, qui est quand OK, même important. quand même. Donc, on peut dire comme propriétaire, regardez, je paye, je sais pas, moi, 600 par mois, le logement vaudrait 1 200 par mois. Donc, si vous relouez éventuellement, vous allez gagner 600 par mois. Pendant combien de mois ça vaut? C'est pas un droit légal. C'est une guerre d'usure. Ici, on ne parle pas d'éviction, on parle de reprise, c'est-à-dire quand votre propriétaire veut reprendre le logement. Maintenant, le tribunal aussi pourrait juger que, même si la reprise est acceptée, que le locataire vit un certain préjudice et pourrait vous accorder des frais de déménagement ou autres compensations. Mais je trouve que l'entente de gré à gré est intéressante. Maintenant, cher locataire, si votre propriétaire vous offre un montant en cash, je sais, il y a des gens qui sont attirés par ça des fois. Ah Pas oui, moi. le cash en dessous de la table? Ouais, le Ça cash attire en du dessous de monde, la ça. table, la pièce de collection ou 12 soupers au restaurant chez Saint-Hubert, peu importe. Si on vous offre un paiement comptant pour ça en vous disant, garde, au lieu de te donner 10 000, m'a donné 5 000, refusez. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que comme locataire, bien que vous ne soyez pas propriétaire, vous avez un droit sur un bail. Et comme vous avez un droit sur un bail, ça équivaut à une résidence principale. Et donc, à la vue du fisc, c'est comme si vous revendiez votre maison. Donc, si vous recevez, par exemple, 15 000 pour quitter un condo parce que le propriétaire du condo veut vendre, vous pouvez lui dire, ben, regarde, je vais quitter contre 15 000 et dans ma déclaration de revenus, ce sera un gain exempté d'impôt sous le principe de la résidence principale. Donc, si votre propriétaire vous offre la moitié du prix en disant tu vas sauver de l'impôt, dites-lui non, 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 non.
Tu es exempté d'impôts de toute façon, donc tu ne m'auras pas, tu déclareras avec moi cette dépense. Ah, c'est intéressant ça. Donc, même si on est locataire, on peut bénéficier de ce droit-là. Exactement. Donc, vous recevez 20 Un 000 droit fiscal. un Là. droit fiscal, évidemment, si vous respectez les conditions. Et un petit message aux aînés qui ne le sauraient pas. Depuis l'adoption du projet de loi 65 en juin, si vous êtes un aîné, que vous êtes dans le logement depuis plus de 10 ans, que vous avez 65 ans et plus, et que vous respectez un certain niveau de revenu, vous avez une certaine protection contre les reprises. Donc, faites valoir vos droits si vous êtes capable. Mais en somme, je trouve que la négociation, c'est beau, surtout pour ceux qui aiment ça. Maintenant, vous vouliez parler de mode. Oui, vous savez, comme je suis un grand fan de mode, alors pas du tout, mais il y a un phénomène sur les réseaux sociaux, peut-être que Julien en Vous est êtes généralement conscient. bien habillé quand même. Oui, propre, mais vous allez remarquer qu'au bout de 2 semaines, je reporte le même linge, là, hein? Le même vêtement. Pas une grande diversité, Non. donc. Donc, il y a un sac, vestimentaire. il y a Oui, un ok. sac Hermès sur Internet qui était vendu par un revendeur de Walmart. Et ça a fait les médias sociaux. On appelle ça un Walmart Birkin parce que c'est un sac connu d'Hermès qui vaut très cher. Julien hoche la tête. Oui, effectivement, je peux confirmer. Ouais. Et les gens disent, bon, c'est un dupe, donc un modèle qui coûte 100 $, 80 $ américains, donc 100 quelques dollars canadiens, et qui permet aux gens d'avoir accès à du marketing de grande valeur. Et la question est, pourquoi les gens veulent tant payer cher pour des sacs à main? Parce que d'un point de vue homo economicus, il faut se le dire, un sac à main, c'est pour mettre son portefeuille dedans. Je dis toujours, si votre portefeuille est moins cher que la valeur du sac, on a un problème de besoin. Mais au niveau marketing, on va essayer de comprendre pourquoi. Mais ce qu'on nous vend, dans le fond, c'est le besoin de s'accomplir, le besoin d'estime, de faire partie d'un groupe. Et c'est ça que les compagnies comme Hermès font. Elles créent des sacs qui sont en quantité limitée, qu'il faut être une personne dans une liste d'attente pour y avoir accès et avoir surtout les moyens. Alors, on Quand dit... on achète un sentiment d'exclusivité. là. Exactement, c'est ce que le conservateur recherche. Mais du point de vue homo economicus, je voulais ramener quelque chose. Disons qu'un sac vaut 4 000 $. Un Hermès, ça vaut plus cher que ça, là, Ah, Birkin, ouais. mais oh, Ah, il y ça a des vaut... listes d'attente, là. C'est une icône, Ok, ce mais ça vaut sac-là. combien pour vrai? Ben, 10 ça, 000, 25 000, Ah, puis 30 000. en revente, ça peut être des centaines de milliers. Il y a des là. listes Oui, d'attente là, pour avoir un sac Birkin. Donc, oui. Voyons Monsieur donc. Masbourian, On me si souffle votre- à l'oreille 200 000 s'il est en croco. Si votre conjointe vous demande un sac Hermès Birkin, allez renouveler votre hypothèque. Alors, la question est, d'un point de vue homo economicus, on peut acheter une copie à 100 $ ou un équivalent, puis se dire, je vais placer les milliers de dollars en placement boursier pendant des années et avoir des sacs à main usables pendant 120 ans. Alors, il n'y a aucune logique économique derrière l'achat d'un sac à main, sauf si vous êtes un collectionneur. Et là, effectivement, si vous devenez un collectionneur, c'est intéressant si vous avez un modèle rare qui est limité, mais pensez aux choses suivantes. Il faut l'assurer, il faut penser qu'à la revente, ça prend un acheteur, il faut déclarer le gain sur le bien à usage personnel et il faut aussi payer les commissions et les risques de détérioration et surtout le risque de perte de valeur du modèle. C'est pas parce qu'en 2025, c'est un modèle de grande valeur et de grande qualité que dans 15 ans, ça vaut aussi cher. C'est comme une carte de Peter Svoboda en 1984. Ça peut changer de valeur. Mais rapidement, au niveau marketing, c'est ça qu'on va chercher. Dans le fond, pourquoi on vous vend une Porsche ou une Honda? C'est qu'on va chercher une stratégie de prix ou de différenciation. Et comme consommateur, c'est ce qu'on doit un peu lutter pour faire sa place dans ce monde économique. Et donc, c'est ma petite logique du matin. Personnellement, j'aime beaucoup les sacs à main à 200 $. Parenthèse, j'ai un ami qui a déjà acheté un sac à main original, Louis Vuitton, parce qu'il y avait une amie qui travaillait chez Louis Vuitton à l'époque. C'était un sac qui se détaillait 1 000 $ au Canada. Savez-vous quel était le coût pour les employés d'acheter ce sac-là? 75 €. Donc, Ben voyons donc. parce que eux payaient le coût de fabrication. Donc, comprenez bien ce qu'on se dit là. Il y a un grand aspect marketing à nous dire que ça vaut quelque chose. Et ça vaut quelque chose si quelqu'un veut bien le payer. Pierre-Yves McSween, merci. On se retrouve demain.